Donc ce soir-là, en fait, mon père m'a forcé à lui effectuer une fellation. Il m'a déshabillée, il m'a embrassée, j'ai senti sa bouche effleurer mon corps et introduire sa langue dans mon sexe. Il m'a prise et puis il m'a mis dans une position sexuelle, donc je pense qu'il y a des gens qui connaissent. Merci beaucoup Aliénor d'être là, ça me fait trop plaisir. Merci à toi, merci pour ton invitation, je suis très contente. Aujourd'hui on est là pour parler de ton histoire Aliénor. Tu as été victime à l'âge de 8 ans d'inceste par ton père. J'afficherai évidemment à l'écran pour les personnes qui seraient victimes de ça des numéros que vous pouvez appeler, car je trouve ça important d'en parler à des personnes. Si vous n'arrivez pas à en parler à des personnes proches de vous, je mettrai ça évidemment, ça pourrait être cool à disposition. Merci beaucoup. Je tiens à te remercier parce que c'est pas facile de parler de ça à pas mal de monde sur YouTube. Et je pense que ça va permettre, tu sais, à beaucoup de jeunes qui sont victimes de ça et qui sont peut-être même pas au courant qu'ils le vivent, et bien voilà que ça existe et que ce qu'ils vivent, c'est pas normal en fait. Pour nous expliquer un petit peu, c'était quoi l'ambiance avant que tu vives ces actes atroces finalement par ton père? C'était quoi un petit peu l'ambiance de la famille? Est-ce que c'était bien, tu vivais bien, tu vois, t'étais à l'aise ou t'as jamais eu trop d'amour, tu vois? Comment ça se passait un peu? À la maison, c'est vrai que l'amour au niveau du côté maternel, j'en ai jamais vraiment ressenti. Ça a été très compliqué, j'ai jamais partagé trop de moments avec ma mère. J'étais même très souvent en conflit avec elle, voire même tout le temps. Et même qu'il y avait aussi beaucoup de différences, je trouvais, entre mes frères et sœurs, et beaucoup de jalousie, notamment avec ma grande sœur. Donc au niveau de la sphère familiale, on va dire que c'était un peu perturbé. Mais je m'entendais très bien, malgré cette histoire-là en fait d'inceste avec mon père. Et du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu tiraillée en fait entre l'amour d'un père qui pouvait m'apporter et que je recherchais parce que je n'en avais pas du côté de ma mère, et en même temps cette histoire d'inceste-là qui vient se mêler à cet amour un peu paternel, c'était un petit peu compliqué. Du coup, les premiers faits, ils se déroulent un samedi soir. C'est ça. Comme tu as pu le raconter sur plusieurs interviews. Oui. Ce soir-là, tu t'apprêtes à vivre un événement traumatisant, on peut dire ça, à tel point que tu vas même pas en fait réaliser la date ou même l'âge que tu as à ce moment-là. C'est ça. Donc voilà, pour expliquer un peu aux gens que c'est vraiment très très marquant, quoi. C'était quoi la relation du coup que tu entretenais avec ton père? Comment tu pourrais nous la décrire en fait? Alors je trouve qu'on avait une relation qui était assez fusionnelle. Je pense que je pouvais assez facilement me confier à lui, mais sans trop non plus, parce que avec cette histoire vraiment et ce fait d'inceste qui a pu être fait tout au long de mon enfance, si je puis dire, ça a été compliqué de savoir qu'est-ce que je pouvais dire et qu'est-ce que je pouvais pas dire, qu'est-ce que je pouvais partager et pas partager non plus à mon père. Donc je pense que j'ai vraiment eu une complicité avec lui comme un père peut avoir avec sa fille, mais il y avait aussi des événements et notamment des agissements qui ne sont pas censés se faire avec son enfant. Donc je pense que j'étais quand même assez proche de lui, on rigolait pas mal, mais il y avait quand même une barrière qui était mise aussi. Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs de ça, qu'elle allait prévoir justement ça dans son comportement, dans ses agissements avec toi, ou pas? Alors j'ai jamais ressenti un événement marquant avant ou un petit détail qui aurait pu me faire comprendre que, parce que je pense que je l'aurais détecté bien avant en fait. J'aurais pu savoir exactement si se serait passé quelque chose de différent, d'ambigu, de bizarre. Je l'aurais ressenti un petit peu avant ce fait-là du samedi soir. Mais j'ai pas ressenti en fait quelque chose avant ce fameux soir. Est-ce que tu peux nous raconter justement du coup ce fameux événement du samedi soir ou pas? Oui. Alors, donc c'était un samedi soir, et donc je vais préciser pourquoi je sais que c'est un samedi soir. C'est que le programme télé, donc à l'époque c'était Danse avec les stars, et j'aimais énormément ce programme télé, donc je voulais impérativement le regarder. Et ma mère était partie à une soirée Tupperware avec ma grande sœur. Donc au domicile, il y avait mon frère qui était présent, mais qui était dans sa chambre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce soir-là, mon père regardait un programme télé en bas, un film de guerre, enfin voilà, c'est pas super doux, donc moi je préférais monter en haut, regarder le programme, et j'avais demandé en amont si je pouvais monter dans la chambre familiale pour savoir si je pouvais regarder ce fameux programme télé avec l'accord de mon père et de ma mère. Et j'entendais en fait dans la chambre comment mon père était, s'il était en bas et dans quelle pièce il était, donc je pouvais le situer un petit peu. Et j'ai senti qu'il était en bas en train d'éteindre la télé. Il faut savoir qu'il était déjà en train de boire du vin, donc mon père avait une tendance à quand même consommer de l'alcool. Mais donc ce fameux soir, il sentait vraiment fort l'alcool, et en fait il est monté se brosser les dents. Donc je l'ai entendu aller dans la salle de bain se brosser les dents, et j'ai senti en fait quelque chose en moi qui m'a dit « Oula, il va se passer quelque chose de bizarre ». Donc quand il est arrivé dans la chambre, il m'a dit « Tiens, tu es toujours là ?» Et effectivement, j'étais toujours là parce que forcément, l'émission n'était pas terminée. Donc de là, il m'a prise et puis il m'a mis du côté où ma mère dormait. Et puis s'en est suivi des gestes tendres d'amour, si je puis dire. Normalement, une relation
entre adultes consentants qui aurait dû se passer, sauf que là, c'était avec une enfant de 8-9 ans, quoi. Donc ce soir-là, en fait, mon père m'a forcé à lui effectuer une fellation. Et il y a eu donc notamment des gestes, il m'a déshabillée, il m'a embrassée, j'ai senti sa bouche effleurer mon corps et introduire sa langue dans mon sexe. Il m'a prise et puis il m'a mis dans une position sexuelle, donc je pense qu'il y a des gens qui connaîtront, mais le 69, pour justement lui effectuer une fellation. Et ce soir-là, en fait, je n'avais aucune notion de où j'étais et comme si mon esprit, en fait, mon corps était présent, mon esprit était au-dessus de mon corps et que je m'étais dit, ok, Ali, là, si tu veux savoir que c'est vraiment vrai, pince-toi. Et en fait, je me suis dit instinctivement, pince-toi. Et discrètement, je me suis pincé en fait la main. Et volontairement, je me suis dit, fais-toi mal, quoi, pour vraiment réagir et pour vraiment savoir que c'est vraiment vrai. Parce que j'avais tellement peur que ça soit dans mon imagination. Quand j'ai réalisé que c'était vrai et que je n'étais pas en train d'imaginer une scène ou quoi, mon corps a réagi avec du dégoût. Donc j'ai eu en fait envie de vomir parce que durant cette fellation, un liquide est sorti en fait de son pénis. Et du coup, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Et de là, il a essuyé avec son pouce, un peu brutalement, et m'a dit, c'est rien. Et j'ai eu un dégoût, en fait, j'ai eu envie de vomir, quoi. Donc, je me suis dit sur le moment, en fait, la seule sensation que j'avais envie, c'était de mourir à cet endroit et au moment même, parce que mon corps était tellement traumatisé et je ne comprenais pas ce qui venait de se passer, que je ne pouvais plus avoir aucune notion de mon corps et je ne pouvais plus rien faire. Donc du coup, le seul réflexe que j'ai eu, c'était de lui dire j'ai envie de vomir et je suis partie courir aux toilettes. De là, après, il s'est posé derrière moi, il m'a demandé si je voulais vomir. Je lui ai dit que oui. Il m'a demandé est-ce que tu veux que je t'aide à vomir et en m'insérant les doigts dans la bouche. Et je lui ai dit que non parce que j'étais tellement écœurée en fait qu'il me soit oppressé sur ma personne. Je me sentais pas du tout en sécurité pour pouvoir respirer tranquillement et pour pouvoir me reposer un petit peu. Je me sentais trop vraiment soumise à lui, quoi. Donc j'ai pas réussi en fait à vomir. Et donc de là, mon père après m'a ramenée en fait dans la chambre parce que je dormais à l'époque avec ma grande sœur et je suis partie me coucher en fait et puis il m'a demandé en fait est-ce que tu veux que je te réchauffe et je lui dis que non. Donc il voulait dormir avec moi pour me réchauffer dans un lit une personne. Et quand il a fermé la porte, ma mère est rentrée peu de temps après et je lui ai entendu dire « Aliénor ne se sent pas bien, elle a l'air d'être malade ». Et ça m'a vraiment... je me suis dit « Ok, repose-toi, là t'as juste besoin de te reposer ». C'est comme si je venais... En fait, j'ai tellement vécu un gros choc traumatique que je n'avais plus envie de m'occuper de ce qui allait se passer après. Je voulais vraiment me concentrer sur c'est un mauvais cauchemar, entre guillemets, tu vas te réveiller le lendemain et tout va bien se passer et tu vas retrouver une vie complètement normale, quoi. Et du coup, le lendemain matin, ça a été quoi le réveil, du coup? Le lendemain matin, le réveil a été un peu brutal dans le sens où j'avais réalisé parce que j'ai regardé mon poignet, j'ai vu que j'avais encore la petite marque de mon pincement avec le peu d'ongles que j'avais et je me suis dit mais en fait c'est vrai, quoi. Et de voir que quand tu descends en bas dans la cuisine pour aller prendre ton petit-déj, que tu vois que la vie de famille, c'est comme si elle était des plus naturelles possibles. Un mari et une femme qui s'aiment et qui ont des enfants autour de la table. Là, tu te poses des questions et tu te dis, est-ce que t'es pas folle, quoi? Tu sais ce qui lui a fait déclencher cette envie? Ce qui lui a aidé à passer le cap, c'est l'alcool. Volontairement, je pense. De pleine conscience, je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Il pouvait y avoir des petits bisous sur la bouche, mais comme tous les gens peuvent dire, et comme je dis, chacun voit midi à sa porte. Si tu désires embrasser ton enfant sur la bouche, c'est ton idée, si tu le veux. Mais il y a un âge pour tout. Et moi, mon père le faisait de temps en temps, mais je n'ai pas en fait ressenti quelque chose de malsain jusqu'à ce soir-là, quoi. Bien au contraire. Est-ce qu'il va trouver des excuses? Ou à l'inverse, il va rien dire sur ça, tu vois. Il va pas en parler avec toi? Est-ce que ce sujet va rester très tabou dans la famille? Personne ne va en parler? En fait, personne ne sait ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe. Enfin, du moins, je pense que personne ne devait savoir ce qui s'est passé. Mais il y avait quand même des signes avant-coureurs aussi.
Je me rappelle de quand j'allais dormir chez ma grand-mère maternelle, on dormait dans un lit superposé et mes parents dormaient dans le clic-clac d'en bas. Et en fait, quand je descends, une fois je suis descendue, donc un fameux 12 février, je descends en fait de ce lit superposé, mon père était en bas et m'a dit allez viens. Et en fait il m'a pris et puis il me faisait des câlins, il m'embrassait. Enfin voilà, et puis du coup ma mère ouvrait la porte. Et c'est la question que je me pose à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle s'est rendue compte de ça? Est-ce qu'elle n'a pas trouvé ça malsain de voir sa fille dans le lit avec son père? Enfin, c'est ton père, tu vois, tu t'imagines pas justement qu'il pourrait te faire du mal, quoi. Voilà, c'était pour me faire le bisou du matin, sauf que finalement, enfin, il me souhaitait mon anniversaire, sauf que finalement, bah, non, il me prend, il me fait un câlin, c'est... Et ta mère n'a rien dit? Ma mère n'a rien dit. Ta mère était un peu, on va dire, complice de ça. Ma mère a été complètement complice. Totalement. Complètement complice, mais n'a pas été jugée. Ça, du coup, on va y venir très bientôt. Et justement, là, on va parler de ta mère, la relation avec ta mère. Tu vas aller, du coup, voir ta mère plusieurs fois pour lui demander si elle peut t'apprendre et t'aider à régler certains problèmes de jeunes filles, qu'ont pas mal de jeunes filles à ton âge, à cette époque-là, quand tu as 8 ans, du coup, comme les règles, etc., même l'épilation d'une femme classique, quoi, enfin d'une jeune femme. Sauf qu'à chaque fois, elle va te rediriger vers ton père. Elle te disait quoi exactement? C'était quoi les termes qu'elle employait quand même pour te dire ça? Ah bah il y a surtout une fois où est-ce que ça m'a marqué. Donc j'avais eu un problème un peu intime. En fait j'étais rentrée de l'école et j'avais une culotte qui n'était pas du tout adaptée. En fait ça m'avait beaucoup comprimé le sexe et donc je suis rentrée à la maison et j'avais une veine hyper gonflée. Donc du coup je vais voir ma mère et puis je lui dis écoute maman, est-ce que tu peux venir voir? Et j'étais dans la cuisine et ce qu'il faut savoir c'est que la cuisine est ouverte au salon. Et donc, mon père devait être dans la véranda, enfin voilà. Je lui dis, tu peux regarder, tu peux m'aider et me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Elle me dit, oh bah écoute, va voir ton père. Et le fait qu'elle me dise ça, déjà de une, je me suis sentie rejetée. De deux, je me suis sentie incomprise parce que je me suis dit, c'est quand même ma mère, même si elle est en train de faire la cuisine, elle pourrait quand même être présente pour moi et me dire, ah oui, écoute, dis-moi, explique-moi, là pour le moment je peux peut-être pas regarder, mais si tu veux, après que j'ai fini de faire la cuisine, je peux venir regarder. Bah non du coup. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que mon père a été chercher un espèce de stylo lumineux et puis fesses nues dans le salon, debout, en train de regarder et puis il me dit là je vois trop rien mais vas-y monte en haut et puis je viendrai voir quoi. Donc ça a été un peu complexe dans le sens où à l'instant T même je savais que c'était pas bien. Comme ma mère n'est pas venue en fait me voir et me dire ce qui se passait et le problème en lui-même, je me suis rabattue sur mon père parce que j'avais un problème. Donc je pouvais pas voir quelqu'un d'autre hormis lui qui voulait m'aider quoi. Donc là, sinon il y a eu un autre fait aussi. Je m'étais rasée parce que ce qu'il faut savoir c'est que ma mère en fait m'a jamais envoyée chez l'esthéticienne alors que je lui avais déjà demandé en fait de prendre rendez-vous chez l'esthéticienne. Et ma sœur a eu une mauvaise expérience chez l'esthéticienne, donc en fait, moi j'expliquais, je disais, j'ai envie d'aller me faire épiler, quoi. Et puis ma mère, oui, non, on verra ça plus tard. Donc quand on allait faire les courses, c'est mon père qui prenait les bandes épilatoires et puis la crème épilatoire pour le maillot. Et moi, j'avais pas envie, il y a de temps en temps où j'avais pas envie de passer par les mains de mon père parce que je trouvais ça vraiment malsain. Et notamment une fois où je me suis rasée, donc au rasoir. J'avais vraiment la peau un peu à vif, quoi, donc j'avais un peu forcé dessus. Mon père était venu me voir dans la chambre et il m'avait appliqué du lait. Et en fait, ce soir-là, quand il est rentré dans ma chambre, il m'a demandé de m'allonger par terre. Donc j'ai trouvé hyper bizarre en fait la demande de me demander de m'allonger par terre. Donc j'exécute quand même, parce que c'est... C'est terrible, mais c'est. Voilà, c'est terrible, mais c'est quand même mon père. Et donc il me dit, je t'applique le baume, machin. Il me le met, et en fait, il y avait une pile de linge à côté par terre. Et il y avait une thé d'oreiller. Il me prend la thé d'oreiller et il me la met sur les yeux. Et au début, alors personnellement, quand je suis gênée de la situation, je peux vite rigoler nerveusement ou faire un faux rire, un semblant de rire pour exprimer un petit peu ma gêne. Et donc je lui exprime un peu ce rire-là en disant « non ». Et en repoussant comme ça. Et de là, il me plaque les mains et me dit « tu la gardes ». Et quand il me dit ça, tétanie quoi, je peux pas bouger. Je lui ai clairement dit non, que je ne voulais pas. Et en fait, je sens son doigt inséré dans mon vagin. Là, je le sens, voilà, j'ai pas de rapport sexuel, j'ai aucun rapport à mon corps, donc je sais. Et là, d'autant plus que là, tu me fermes les yeux, forcément, mon sens va se développer sur le toucher. Donc j'ai très bien senti, en fait, j'ai senti vraiment son doigt, quoi. Et il est parti après de la chambre, quoi.
Est-ce que ton père, est-ce que tu sais, même si c'est dur de peut-être de le savoir, est-ce que ton père va en parler à ta mère? Eux deux vont parler un petit peu de notre intimité dans le sens où ils vont parler du fait que on sait, enfin voilà, de l'épilation, parce que ma mère donc dira en fait, moi je l'ai su plus tard, mais ma mère aura dit dans son audition à la gendarmerie qu'elle ne savait pas s'épiler et que du coup elle préférait que ça soit en fait son mari qui le fasse. En sachant que mon père nous épilait à la crème épilatoire quoi, parce que j'ai notamment un fait un fait assez traumatisant et d'où le fait que je ne voulais pas me faire épiler par mon père, c'est que ma sœur s'était fait épiler le maillot par mon père et je l'entendais hurler. Et ça m'a traumatisée parce que je me suis dit, mais en fait, je veux pas du tout vivre ça, quoi. Enfin, déjà, l'épilation, quand on est une femme, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprécie faire. Mais là, pour le coup, c'était encore plus traumatisant. Donc je me suis dit, ben non, en fait, je veux pas. Je veux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, quoi. Donc ma mère était quand même au courant des épilations, parce que c'est quand même mon père qui le faisait. Notamment, je me souviens d'une fois, un soir, mon père nous a demandé à ma sœur et moi de monter dans la salle de bain, parce que du coup, on lui avait demandé de s'épiler le maillot. C'était à notre demande. Bah oui, forcément, moi, j'avais pas le droit de prendre rendez-vous. Enfin, voilà, je pense que là, on est arrivé vers l'été. Et puis, du coup, bah, on était toutes les deux, les jambes écartées, au bord de la baignoire. Puis on s'est regardés, quoi. Donc avec ta sœur, c'est ça? Avec ma sœur, et on se parlait normalement, mais tu vois, avec du recul, je me dis, mais en fait, est-ce que c'était vraiment tolérable? Je sais que non, ça l'était pas, mais je sais que ma sœur a vécu ça avec moi. Donc ça me... Ça te confirme que c'est pas faux. Voilà, fait. c'est ça. Le fait que je n'étais pas que toute seule non plus. Quand mon père enlevait la crème épilatoire, moi, il y a une fois où est-ce que il m'avait... il m'avait pas mis de gants, quoi. Donc il touchait en fait avec ses mains, mon sexe avec ses mains, quoi. Est-ce que tu vas en avoir avec ta mère de la complicité? Ou pas du tout? Ça va être vraiment très froid depuis vraiment le début de ta naissance, quoi. Eh ben, ce qui est assez fou, c'est que je n'ai aucun souvenir ou aucun moment de tendresse avec ma mère. Même pas devant la télé comme tout le enfance, monde? de rien. Ah ouais, rien, ok. Je n'ai rien du tout. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Une fois, on était partis en vacances dans une chaîne de vacances Center Park. Et ma mère m'avait dit, bah écoute, on ira boire un verre toutes les deux. Bah, on n'est jamais allé boire un verre. En fait, j'étais la fierté de ma mère que pour mon aspect sportif. Parce que je faisais de la danse classique, que ma mère avait fait de la danse classique, mais que du coup, bah, elle, ça n'avait pas abouti. Donc, comme moi, ça a abouti et que ça a duré plus longtemps, et ben du coup, j'étais un peu sa fierté, mais j'étais sa fierté, quoi, peut-être un week-end en juin, quoi. Il y avait une forme de jalousie peut-être aussi, non? Je pense qu'il y avait certainement de la jalousie, oui, parce que quand mon père essayait de me taquiner, de jouer un petit peu avec moi, je voyais bien un petit peu aussi que de temps en temps, quand ma mère essayait de jouer un petit peu avec mon père, enfin voilà, mon père était assez froid, fermé. C'est pour ça qu'il faut dire vraiment aux gens aussi de créer des moments avec la famille. Je pense que c'est très important. Bon, évidemment, pas dans un cas comme tu l'as vécu, mais Oui. je pense que c'est vraiment important de créer des moments comme ça, quoi, de tendresse justement, pour pas qu'on ait des histoires après comme ça, tu vois. Du coup, on a parlé un peu de la relation que tu as avec ta grande sœur. Vous étiez du coup pas très proches, limite une forme de jalousie un petit peu, c'est ça en fait. T'as d'autres sœurs? Oui. Et c'est quoi du coup la relation avec ces sœurs-là? Est-ce que t'étais proche ou pas du tout? C'est quoi un peu, ouais, est-ce que tes sœurs, elles vivaient la même chose que toi, le même enfer par ton père? Et même peut-être par ta mère, je sais pas, j'en sais rien. Alors, non, il y aura pas de fait d'agression ou de viol, du moins je l'espère pas, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai porté plainte, pour éviter que justement les petites vivent la même chose que moi. Parce que moi, du coup, j'ai pris un peu mon envol et mon courage à deux mains en essayant de dire ce qui s'était passé. Ma grande sœur, elle l'aura pas fait, mais moi, je voulais protéger les petites avant tout, donc c'est pour ça que j'ai voulu témoigner de ce qui m'était arrivé à la maison et qu'on me protège aussi pour pas que ça recommence, pour que vraiment les petites soient mises à l'écart et soient protégées de ce qui se passe, quoi. Est-ce que tu avais peur que ton père y récidive? Et même, est-ce qu'il a, après les événements que tu m'as racontés, du coup, est-ce qu'il a récidivé une dernière fois? Je sais pas. Ou même au-delà de ça, même au-delà de récidiver, est-ce qu'il y a une phrase ou quelque chose qui t'a vraiment encore plus marqué que ce que tu m'as raconté juste avant? Oui, alors il y a vraiment une phrase et un moment précis, mais nous, dans la famille, c'était que vraiment la porte de salle de bain pouvait rester sans être fermée à clé. Donc c'est un peu au moulin, Oula, quoi. déjà Donc ça, tout le monde déjà quand rentrait tu un parles, peu comme ça. ouais. Alors voilà, dans certaines familles, en tout cas, voilà, quand on explique bien, c'est que il y a l'inceste qui est présente dans la famille. Donc il y a chez des familles il y a des familles saines où est-ce que la porte peut rester ouverte et ça pose pas de problème. C'est une famille saine, il n'y a rien de malsain, mais là, il y avait quelque chose de malsain et c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du moment où il y a quelque chose de malsain, tout autour,
porte à être malsain et à être mauvais aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, donc mon père en fait avait été au bain. Il faut savoir que quelque chose d'un peu répugnant, mais tout le monde plongeait dans l'eau du bain. Donc moi, je me suis baignée la dernière, et donc dans les poils, dans le sébum, dans le shampoing, dans tout ce que tu veux. Donc le mur était vraiment collé et c'était comme du placo. Et donc mon père a toqué pour me prévenir qu'il fallait que je vienne dans la salle de bain pour me laver. Et je lui ai dit oui, j'arrive. Et en fait, j'ai attendu que lui sorte du bain parce que je ne voulais pas qu'il vienne... Enfin, voilà, que... Tu voulais même pas voir ton père nu, quoi. Et qui est surtout encore un contact. Parce que c'est déjà arrivé en fait que mon père me dise viens dans le bain quand lui il était lavé et que voilà, donc il me prenne au milieu de ses jambes pour que j'aille dans le bain avec lui, quoi. Alors que j'étais encore adolescente, quoi. Et donc ce fameux soir, donc voilà, il sort de la salle de bain et donc je rentre dans la salle de bain, je me déshabille, normal. Et en fait mon père re-rentre. Et de là, il ferme la porte à clé et puis en fait, il se pose derrière moi. Et puis, en fait, à un moment donné, il est en érection et puis il pose son sexe derrière moi et il me dit « Tu n'es pas encore prête à recevoir ». Et ça m'a tellement travaillé. Je me suis dit « Mais là, en fait, il est hors de question que je reste toute seule avec lui ou que je passe un moment de plus avec lui ou est-ce que je suis toute seule ?» Parce qu'il m'embrassait furtivement quand il y avait personne en bas, dès que je rentrais du lycée ou de l'école, sans que personne le sache, quoi. Donc, parce que justement, il faisait en sorte que tout le monde soit en haut, enfin, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment la famille parfaite, quoi. Un petit peu catholique, vraiment famille nombreuse, les enfants très bien habillés, très bien éduqués. Mais en dehors de ça, une fois que la porte est fermée, on ne sait pas ce qui s'y passe. C'est qu'une façade. C'est ça, exactement. On va parler maintenant de la relation que tu as pu avoir avec des garçons, parce que tu l'as vécu différemment évidemment que toutes les autres petites filles finalement. Est-ce que tu as pu avoir confiance avec d'autres garçons ? Alors, ça a été un peu compliqué dans l'adolescence parce que j'ai toujours été attirée par des hommes un peu plus âgés parce que je pense que je me sentais un peu plus rassurée. Mais les hommes plus âgés ne cherchaient pas forcément la même chose que moi forcément. Donc ils étaient beaucoup concentrés sur la sexualité alors que moi c'était pas du tout ce que je recherchais. Donc ça a été un peu compliqué au niveau des relations un petit peu avec les garçons. Mais j'ai quand même réussi à pas faire l'erreur de me dire pour un homme, tu vas quand même devoir le faire. Pour le garder par amour, même si j'y ai déjà pensé, bien évidemment. Mais je l'ai pas fait. J'ai toujours quand même réussi à me dire, raisonne-toi un minimum et essaye quand même de faire les choses correctement. Du coup, tu vas réussir à avoir un petit ami, c'est ça ? Oui. Et est-ce que du coup, tu vas lui en parler de tout ça ? Oui. Alors lui, vraiment, c'est vraiment c'est mon vrai premier amour, dans le sens où il s'est passé tellement de choses et c'est le père de mes enfants à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment toute une trame qu'il a vécu avec moi. Donc on s'est rencontrés en fait pendant des vacances. On s'était rencontrés en fait dans un espace un peu de jeu dans le camping et je lui ai dit écoute, est-ce que ça te dérange de me prendre en photo avec notre groupe d'amis? Et il l'a fait volontiers. Et en fait, peu de temps après, je l'ai recontacté parce que moi, je n'avais pas de téléphone. Donc ça, pour vraiment contextualiser le fait que j'étais vraiment renfermée et que je ne pouvais pas en parler et en parler surtout à personne, c'est que je n'ai pas eu de téléphone pas avant mes 15 ans. Ah, ils te privaient de... tes parents j'avais de pas, tout, en quoi. fait, je n'avais pas le droit. Ils estimaient que voilà, un téléphone n'était pas important. Je n'avais pas de réseaux sociaux. Enfin, voilà, j'avais juste Instagram, mais c'était sur ma tablette. Donc j'ai contacté mon vrai premier amour sur Instagram par message, quoi. Trop bien. C'était un peu la honte à l'époque quand même, parce que quand t'es dans un camping, que t'es ado, tout le monde te demande « c'est quoi ton numéro » Tu vois, tu t'es vite gêné J'ai de te une tablette, dire « Ah ouais ». si vous voulez. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça. Exactement. Moi, je t'imagine vraiment sortir genre l'iPad. Si vous voulez, j'ai une tablette avec moi. Hop là, ça se passe comme ça avec moi. C'est très marrant, j'ai beaucoup aimé ce moment. Est-ce que tu vas du coup dire à tes parents que tu as un petit ami où tu vas vraiment pas du tout aborder le sujet parce que tu as peur justement, même des réactions de ton père qui est très proche de toi à cette époque-là? Comment ça va se passer un peu? Il faut savoir que du coup, mon conjoint et moi, on a quand même 5 ans d'écart. Donc quand je l'ai rencontré, en fait, j'avais 14 ans. Et je l'ai fait galérer pendant 1 an et demi à peu près. Parce que je savais qu'à 14 ans, je pouvais pas sortir avec un homme qui en avait 19, quoi. Donc c'était pas... Enfin, 18-19, c'était pas possible. Donc du coup... Et puis moi, comme je connaissais un peu les relations intimes, donc le rapport au sexe, entre guillemets... Tu peux le dire, t'inquiète. Avec mon père, du coup, c'était hyper complexe de se dire, en fait, je vais vivre la même chose avec un autre homme, quoi. Pour moi, ça devait pas se passer comme ça et les choses étaient très mal faites. Donc, j'avais plus envie de me concentrer sur vis le moment où la personne t'aime, tu l'aimes, tu passes du bon temps avec, ça se passe bien. Donc, c'est vrai que j'en ai
pas parlé à mes parents tout de suite. Je me suis d'abord confiée à ma sœur. En fait, mon conjoint, j'ai quand même fait galérer parce que, mine de rien... T'avais peur en fait. Oui, voilà, Est-ce qu'il y avait une peur en vrai? Ah oui, oui, c'est sûr, il y avait une peur. Et puis, en plus de ça, il était quand même majeur. Donc, ça entraîne beaucoup de conséquences. Donc, nous, on s'était renseignés en amont, en fait, pour se dire, écoute, si jamais on fait quoi que ce soit ensemble, il faut que tu es au-dessus. Donc, avant, c'était 15 ans et 3 mois. Maintenant, au niveau de la maturité sexuelle. 16 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Peut-être à vérifier au montage, je vérifierai ça au montage. C'est 15 ans. C'est 15 ans tu la vois. majorité sexuelle? Ouais, tu vois, moi je m'étais renseignée Je pensais 16 et ans, à d'accord. l'époque c'était 15 ans et 3 mois. Donc quand on a vu que c'était 15 ans et 3 mois, moi voilà, j'avais dit écoute, on fera rien, on se mettra pas ensemble, enfin on essaye vraiment d'être le plus clean possible parce que voilà, je savais que de toute façon ma mère allait me mettre des bâtons dans les roues alors qu'elle-même a quand même 5 ans d'écart avec mon père. J'ai jamais trop compris parce qu'elle a toujours été dans le refus en fait de le rencontrer. Pourtant c'est pas faute de lui avoir proposé viens, on l'invite à la maison boire un café, viens, on va au parc le rencontrer, viens, on essaye de s'organiser une sortie, un resto, on essaye de manger un morceau avec lui. Ça a toujours été des refus. Et j'ai été très malheureuse de ça. Mais très malheureuse. Parce que je voyais que ma mère, en fait, même pour mon propre bonheur, elle ne voulait pas faire un seul effort. Donc ce qui a été hyper compliqué, ça a été de devoir mentir aussi, parce que plusieurs fois j'ai dû mentir en fait à mes parents en disant voilà, je vais dormir chez ma copine, alors qu'en fait j'allais dormir chez mon conjoint. En fait mon conjoint a toujours été hyper respectueux, en fait il m'a jamais forcé à faire quelque chose et même encore à l'heure d'aujourd'hui dans notre intimité il est capable de me dire mais si t'as pas envie on le fait pas. Et peut-être qu'elle a dû penser à ça, au fait que il aurait pu se servir de moi rien que pour l'intimité, mais non en fait elle a préféré le tacler sur autre chose, à essayer de le rabaisser. J'ai pas apprécié ça. Et d'autant plus que mon père, avec qui j'avais quand même une complicité, je lui ai dit mais écoute, est-ce que toi ça te poserait problème de le rencontrer? Il n'avait jamais répondu à la question, donc pour moi ça laissait sous-entendre qu'il était pas trop dérangé à ça. Et finalement il s'est rabattu du côté de ma mère. Et quand on a eu notre première fois tous les deux, c'est vrai que pour le coup ça l'a pas fait quoi. Je me suis dit mais en fait... Tu revoyais ton père en fait peut-être? Ouais, exactement. Et du coup, volontairement, j'ai voulu lui en parler en lui disant il se passe ça. Donc j'ai mis un peu de temps quand même avant de lui en parler. Mais quand je lui en ai parlé, j'ai mis après moins d'un mois avant de pouvoir après porter plainte en fait. Il a été vraiment grave compréhensif, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs, on l'embrasse, si vraiment il passe par là, vraiment c'est un homme exceptionnel. Comme tu me le décris là, c'est génial. Il faudrait que tout le monde soit comme ça. Vraiment, c'est trop bien. Mais en parlant de lui, du coup, je dis pas qu'il est comme ça, mais est-ce que tu as eu peur qu'il soit comme ton père? Une petite peur, tu vois, je sais pas, j'en sais rien, mais tu vois, cette peur-là de mais attends, mais imagine, mon père était comme ça avec mes enfants, donc comme toi, maintenant, tu as des enfants actuellement, t'as pas eu cette peur-là, ce petit trauma, tu vois, cette petite paranoïa, tu vois, avec lui? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, dans notre couple, du coup, ça nous a fait une force, mais ça en fait aussi une fragilité, et c'est quelque chose de douloureux pour lui parce que je le vois. Je vois que quand je peux lui dire, par exemple, ma fille qui va se mettre à pleurer, je vais fermer les yeux, mais c'est pas volontaire et je vais essayer de me contrôler, mais je vais penser à ça, quoi. Parce qu'en fait, c'est tellement traumatisant que t'es obligé de penser à ça. C'est un choix que ton cerveau fait. Il a été traumatisé et matrixé par un truc, donc en fait, il va refléter en fait ce truc-là. Donc forcément, oui, j'y pense. Et je vais pas réussir à me dire, par exemple, si mon conjoint dort avec ma fille, je sais que mon conjoint, il fera rien. Mais putain, j'y pense, quoi. Tu penses, ouais, c'est ça. Et c'est horrible parce que du coup, ça te hante en fait, ça te hante continuellement. Tout comme ma mère aurait pu dire, admettons si elle était en position de victime, si elle est amoureuse de lui, tu te mets à la place de cette personne qui t'aime, est-ce que tu arriverais à supporter, à te dire, en fait, il a fait ça. Ton cerveau, en fait, il faut qu'il assimile qu'il a fait. Il y a des gens qui sont en capacité de pouvoir vraiment être en position de force et ils vont réussir. Et tu as des personnes qui vont être tellement abasourdies parce qu'ils sont amoureux de la personne, qu'en fait, ils vont pas réussir à réaliser. Ta mère ne réalisait pas, tu penses? Elle était aveuglée par... Je pense que oui et non. Elle se laissait aveugler, mais elle était très consciente des faits. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que quand on a été porté plainte, ils ont banalisé le fait que ma mère n'était pas au courant, alors qu'en fait, elle était complètement au courant de tout ce qui se passait. C'est sûr. Ça va être quoi, du coup? On n'a pas trop abordé ce sujet-là, et je trouve ça super important. Le rapport avec ton corps. Tu vas le connaître, du coup... toi de manière différente, malheureusement, c'est terrible. Ça va être comment? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, tu vois, tes premières découvertes? Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai eu mes règles très tard, dû au traumatisme. Et du coup, le rapport au corps, il a jamais été très agréable, tu vois. Comment tu peux aimer un corps qui ne t'appartient pas vraiment? Ah, parce que pour toi, il appartenait vraiment à ton père, quoi. Oui.
Parce que c'est lui qui t'avait En fait, je me considère vraiment comme... Enfin, je me considérais vraiment comme un objet sexuel, tu vois. Me dire, bah, je suis l'objet de telle personne. De ton père, en plus, c'est terrible, c'est horrible. Oh là. Donc du coup, j'ai jamais eu de plaisir, en fait. Tu vois, les premières relations intimes avec mon conjoint... C'était compliqué ça d'ailleurs ou pas? Ouais, très compliqué. Parce qu'en fait, mon conjoint est un peu... au niveau de son torse, c'est un peu poilu. Et du coup, mon père l'était, tu vois. Et bam, je vais rajouter ça, tu vois. Faire une comparaison, paf. Et pareil, dans l'intimité, du coup... et même encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, je te le dis honnêtement... Des fois, t'as peur encore? Ah oui, oui, complètement. Mais quand je te dis qu'en fait, c'est un travail qui va se faire, je pense, sur plusieurs années, c'est le temps que le traumatisme se... On se libérera jamais de ça, mais je pense qu'on peut en guérir. Je pense que le temps guérit de fou. Il faut que j'estime que ça soit à moi de le faire. Parce que personne ne peut m'aider. Il n'y a que moi qui ai en capacité de pouvoir dire et de pouvoir... Ouais, juste mettre un stop à ce trouble, en fait, de toujours vouloir comparer. Maintenant, Aliénor, on va venir à l'étape du procès, qui est une étape très importante dans cette histoire, dans cette affaire. Et c'est le 31 mars 2018 que tu vas porter plainte. Tu vas être chamboulé par cette décision. Ça va vraiment être une grosse étape de ta vie. On sait tous que c'est très compliqué de prendre cette décision-là, d'ailleurs, quand on est la victime. Et pourtant, toi, tu vas le faire. Tu vas avoir ce courage-là. Ça va être quoi l'incident qui va te faire dire « là, c'est chaud, il faut vraiment que je porte plainte », car ça risque d'être très grave après ce qui peut se passer, ou même pour mes sœurs. Ça va être quoi vraiment l'incident qui va tout faire chambouler? C'est un incident hyper banal, si je puis dire, mais je devais rester en vacances, pendant la période des 2 mois de vacances scolaires. Je devais rester dans la maison familiale parce que je l'avais décidé. Donc mes parents ont acheté une maison et comme il y avait des rénovations à faire, ma mère avait décidé de remonter durant ces grandes vacances-là dans le nord du côté maternel pour éviter que mon père nous ait entre guillemets dans les pattes. Et moi je voulais pas, je venais de sortir avec mon petit ami, il était hors de question en fait que pendant 2 mois je le vois pas. Enfin voilà, pour moi c'était vraiment, comme je te dis, la vraie histoire d'amour quoi. Donc c'était impossible de le laisser et en plus n'ayant pas de téléphone, enfin c'était vraiment une situation où je me suis dit non. Je peux pas. Donc en fait, je devais rester ces 2 mois-là avec mon père et en même temps, je savais au vu des faits qui s'étaient passés avant et je m'étais dit non mais c'est pas possible, je peux pas. La dernière fois, il m'a dit tu n'es pas encore prête à recevoir. Enfin, en fait, je voulais pas m'imaginer volontairement, je m'imaginais ça aussi, c'était le fait que mon père ait une relation sexuelle avec moi. T'avais peur de ça te terrifiait ouais. En fait. Ouais. Bah comment tu veux pas y penser alors que tu vois que les gestes et les actions qu'il a pu faire ont été... Ça annonçait un peu ce qui aurait pu se passer si j'avais pas porté plainte. Donc c'était vraiment l'élément déclencheur qui a fait que j'ai voulu vite partir de cette situation-là. Et puis parce que j'arrivais plus à tolérer aussi ce double jeu de j'embrasse moi mon petit ami par amour, c'est moi qui ai l'envie, et quand je rentre à la maison, c'est mon père qui m'embrasse. Et là c'est pas par envie. Plusieurs fois je me suis posée sur le bord de ma fenêtre et je me suis dit mais fous-toi en l'air quoi. Qu'est-ce qui te retient? Ah, t'as pensé ça, carrément. Et je me suis même dit plusieurs fois, mais en fait, tu serais mis en foyer. T'as pas l'amour d'une mère. Ta mère te croira jamais. Est-ce que des personnes vont t'aider dans ces démarches du coup de procès qui sont quand même super dures pour une personne de ton âge? À cette époque-là, t'as 15 ans. C'est quand même très jeune. En fait, je venais d'avoir mes 16 ans. Et donc, du coup, j'appelle Arnaud, donc, qui est le père d'une amie. Et donc, il faut savoir qu'il est psychiatre. Et donc, il a quand même... C'est pas volontairement que j'ai été lui parler, c'est parce que si j'ai été lui parler et lui demander une faveur, c'était parce qu'il avait rencontré mes parents, donc je voulais que mes parents fassent le lien, donc il fallait que je montre un stratagème pour faire en sorte qu'il fasse croire à mes parents que je partais avec lui et avec sa fille et avec sa femme au Cap d'Agde, alors qu'en fait, je partais avec mon conjoint en Charente-Maritime. T'as fait un petit plan pour... Un petit plan, voilà, t'enfuir en tout fait, monter, finalement. voilà, T'as fait une fuite en fait, c'est ça. Pour m'enfuir complètement. T'as fugué, ok. Et c'est ça, et donc du coup, je me suis dit, demande-lui quoi. Parce que du coup, le stratagème était déjà monté en place dans le sens où mes plans étaient déjà faits. Et je m'étais dit, ok, il y a juste en fait l'accord d'Arnaud qui manque quoi. Tu l'as vu comme ton deuxième père ou pas en vrai? Ouais, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que c'était mon papa un peu adoptif, quoi. C'est un papa de substitution. Il a quand même été présent toujours du début jusqu'à la fin. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui, on garde contact. Et c'est ultra important d'avoir un lien comme ça. Mais franchement, je ne peux même pas dire à quel point je suis contente d'être tombée sur lui. Vraiment. Déjà par son professionnalisme et par son respect et sa pudeur qu'il a pu avoir envers moi.
il a toujours été au petit soin de me dire bah là Ali tu fais ci, ça va pas, là Ali c'est bien ce que tu fais, de toujours me pousser en fait vers le haut et de me dire quand les choses sont pas bien non plus, hein. Pour recontextualiser un petit peu, le 31 mars quand je vais porter plainte, on appelle le procureur après que ma plainte ait été faite. Donc tu vas toi toute seule en fait, c'est ça? Je vais avec en fait je vais avec Arnaud. Le Je vais psychiatre. avec Arnaud parce qu'Arnaud me dit bah écoute Ali, moi je peux pas te laisser comme ça parce qu'au téléphone il me trouve bizarre auprès de ma demande et puis il me dit Ali c'est bizarre ta demande, pourquoi tu me demandes ça se passe pas bien à la maison. De là je lui dis si ça va, j'éloigne un peu le sujet. Et il a compris, il travaille dedans, il est psychiatre donc il sait où est-ce qu'il faut, je pense il a dû détecter que j'étais peut-être un petit peu sensible sur ce sujet. Et de là il me dit ça va pas à la maison, il me dit ça se passe pas bien avec tes parents. Et puis je me mets un peu, pas volontairement à pleurer, j'essaie de retenir mes larmes et je me dis dans ma tête ne pleure pas. Sauf que mon corps a lâché la pression quoi. Le secret est tellement lourd que du coup je lui dis, je me mets à pleurer. Et puis il me dit ton papa te touche Ali. Et de là je me mets à pleurer et je lui ai dit oui. Et cette conversation elle a été tellement soulageante à la fois, mais j'ai eu tellement peur de ce qui allait m'arriver parce que, en fait, ce sur quoi tu culpabilises, c'est le fait que personne ne te croit. À l'heure d'aujourd'hui, si tu viens à parler d'inceste, la seule chose que tu te dis, c'est qui va me croire? Est-ce qu'on va me croire? Est-ce que je suis crédible? Est-ce que ma parole ne va pas être remise en cause? Au téléphone, il me dit, bah... Ali, je peux pas te laisser rentrer chez toi, quoi. Il savait que c'était du coup mon petit ami qui venait me chercher. Il me dit, écoute, tu lui dis de venir t'amener à la maison. En fait, quand on est arrivé chez Arnaud, et ben, le soir, il m'a tout de suite emmené à la gendarmerie. Ah, directement, quoi. Directement. En fait, tu lui as annoncé ça, est-ce que du coup tu l'as raconté en détail? Non, pas en détail. Pas en détail? Pas en détail. Il savait pas exactement tout non plus dans les détails. Et directement après, bam, tu vas... Je vais porter plainte du coup avec lui, avec son soutien, avec le soutien de mon conjoint, parce que forcément mon conjoint a dû être auditionné, Arnaud aussi, en preuve quoi. Parce qu'il faut savoir qu'à 16 ans, tu peux aller porter plainte, mais là moi, j'ai été encore plus soutenue avec l'appui de deux majeurs entre guillemets quoi. Et j'avais plus aucune notion du temps. En fait, Arnaud avait pris mon téléphone, il avait coupé mon téléphone, il l'avait mis en mode avion pour que je reçoive aucune notification. Donc on a appelé la gendarme a appelé le procureur de la République pour demander, écoutez, on a une enfant une adolescente qui vient pour telle raison. Et le choix était de qu'est-ce qu'on fait de cet enfant parce qu'on peut pas me laisser repartir à mon domicile, donc il faut me mettre en sécurité. Et de là, Arnaud se propose de dire, moi je veux bien la prendre le temps qu'on lui trouve un endroit, une place, pour qu'elle soit prise en charge. Donc j'ai passé une ou deux nuits, je me souviens plus très bien parce que c'était vachement intense et ça a été compliqué parce que la première nuit, en fait, quand je suis rentrée, j'ai passé ma nuit à pleurer, mais continuellement. J'étais tellement bouleversée que je me suis dit, là j'ai trahi la confiance de mon père, je l'ai déçu, là je vais lui faire du mal. J'ai complètement eu le contre-coup. Et la deuxième nuit, j'ai vraiment espéré que ma mère m'appelle et qu'elle me dise qu'est-ce qui se passe, explique-moi. Et en fait, quand le lendemain, mes parents, eux, ils ont été à la gendarmerie pour prévenir de ma disparition. Ils avaient aucune nouvelle de moi. Ouais. Ils ont dit qu'elle avait disparu. Voilà, c'est ça. Et en fait, le monsieur a tapé dans le registre, en fait, Aliénor, machin. Et en fait, il a vu que moi, j'avais été porter plainte. Oh là là. Parce qu'ils ont pas... En fait, moi, j'ai porté plainte dans la ville, entre guillemets, et mes parents ont été dans le petit village. Et en fait, tout de suite, ils ont vu que... j'avais porté plainte contre mon père, quoi. Pour des faits d'agression et de viol. Ça va être quoi l'écart qu'il va y avoir entre le procès et le verdict du procès? Ça va se passer pendant combien de temps en fait? Il y aura 4 années d'attente au total pour qu'il y ait en fait durant toute la procédure, donc entre l'audition, donc le 31 mars 2018 jusqu'au 13 janvier 2022, il y a quand même à peu près 4 ans. Et ça a été long, mais du coup, il n'y a pas eu en fait, durant la procédure, il y a eu donc une confrontation et il y a eu des expertises psychologiques. Il n'y a pas eu d'expertise gynécologique. Qui a été faite du coup sur ton père, pour préciser aux gens du coup. Et une expertise aussi
sur moi, dans le sens où c'est important en fait qu'on fasse à la fois le présumé coupable et la présumée victime pour voilà analyser qui est qui. Donc en fait moi vraiment on a repris toute ma vie, tu vois. On m'a demandé d'où je venais, qui était qui. On m'a fait des tests de peinture où on me dit alors là tu vois quoi. Enfin ça a été hyper précis. Ouais. Et on retrace toute ta vie et en fait à partir de ça on pourra dire si oui ou non ou il y a des traumas. Moi, du coup, effectivement, il y avait un post-traumatique à forte intensité. Évidemment. Est-ce que c'était du coup l'événement que tu nous as raconté au début? C'était celui-là? C'est ça. Le premier, ok. Ça va être quoi l'ambiance? Est-ce que même tu as été au courant de l'ambiance de la famille pendant ces 4 ans? Parce que est-ce que tu vas même voir tes parents pendant ces 4 ans-là? Tu vas être en communication avec eux ou justement pas tellement? Est-ce que même Arnaud, tu vois, va communiquer avec eux? Alors, faut savoir que du coup, ma mère, elle a toujours détesté Arnaud, du coup, à partir du moment où est-ce qu'il a pu vraiment me prendre sous son aile. Et donc, elle a toujours rabaissé. Enfin, voilà, elle se gênait pas de me dire des choses. Moi, ça me passait au-dessus de toute façon, donc voilà. Mais c'est vrai que l'ambiance à la maison, en fait, ma mère a complètement relâché tout. Et je pense qu'elle a eu très peur de perdre son mari, ce qui paraît logique. Mais c'est aussi l'image de la famille, tu vois. C'est de la famille catholique, comme je dis depuis le départ, bien habillée, etc. Il peut pas se passer ça. C'est impossible. Ça se passe pas dans Personne le genre n'aurait de pu famille. penser ça en fait. Bah voilà. Et ça a été aussi le jour du procès, mon père a pu dire que parce qu'on n'avait pas voulu, ils n'avaient pas voulu rencontrer mon petit ami, que j'étais une enfant difficile, capricieuse. Dans tous les cas, les juges l'ont très bien vu, non? Voilà. Ils n'ont pas été dupes et je pense qu'ils ont quand même vachement écouté. Enfin, je sais pas, peut-être que tu peux nous raconter ça justement. Le juge, qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi le verdict en fait de tout ça, toute cette histoire en fait, avec ton père? Alors, le verdict, c'est que du coup, mon père donc, a été jugé coupable pour les faits. Et donc moi, en fait, quand j'ai porté plainte, donc, c'était sur agression et viol. Il y a une requalification des faits qui a été faite parce que le viol a été requalifié en agression sexuelle. Pourquoi? Parce que ils ont estimé que le dossier, c'est pas qu'il manquait de preuves, mais ils avaient peur que mon père ne prenne pas assez au niveau de la peine. Donc ils ont préféré requalifier le dossier et donc éviter qu'il parte aux assises pour qu'il parte en correctionnel et être sûr que mon père soit jugé. Ce qui a été dur, c'était de reparler de ça et de voir aussi un peu la souffrance, mais en même temps il savait ce qui s'était passé et du coup ça m'a un peu rassurée dans le sens où je me suis dit ouais je suis pas folle en fait. Donc il a clairement avoué que oui il avait fait ça quoi. Parce que le jour du procès, quand on lui a demandé s'il se souvenait de certaines choses, il a dit qu'il se souvenait effectivement que j'avais eu envie de vomir. Il a nié, tous les autres trucs. Il a nié, voilà. Alors il pouvait dire que il mettait des gants pour les épilations, enfin voilà. Il s'est fait recaler de toute façon avec les juges. Hein. Les juges lui ont clairement dit vous n'êtes ni gynécologue, enfin vous n'êtes pas médecin quoi. Il s'est vraiment fait recaler et ma mère aurait dû être présente. En fait, je pense que ma mère, elle aurait dû être présente et sa présence aurait dû être obligatoire. Cette dame, elle a une importance en fait dans l'histoire. Et elle aurait dû me protéger et elle n'a pas fait. Depuis le départ, elle joue au jeu des échecs finalement, tu vois. Elle a mené son petit pion de façon à elle ne pas être punie par la loi, quoi. Donc mon père, à l'issue de ce procès, il aura pris donc 4 ans. Donc sur les 4 ans, il y a 2 ans qu'il a pris ferme. Et il y a 2 ans de sursis. Les sursis, c'est non obligatoire. Donc ça veut dire que si tu respectes les 2 ans, c'est bon. Mais t'as 2 ans où est-ce que t'es un petit peu en contrôle quand même. Ensuite, tu sais les contrôles qui vont être faits sur ton père ou pas? C'est juste aller une fois par semaine par exemple, ou une fois tous les 3 jours se pointer à la gendarmerie. Pour quelle raison? Voilà, pour dire je suis bien là, je respecte bien le truc. Il faut savoir que le soir même, tu ne sais pas la peine réelle qu'il va prendre. Tu sais qu'il est coupable et tu sais les peines qu'il peut avoir. Mais tu n'es pas sûr de la peine exacte. Donc il repasse devant un juge des peines, donc 1 mois après. Donc nous, il est passé le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin en plus. Et il repasse devant ce juge-là pour établir la peine définitive. Et là, du coup, c'est savoir si c'est prison ou si c'est bracelet électronique. Il faut savoir que moi, mon père, il a fait du coup 1 ou 2 mois, si je ne me trompe pas, en détention. Donc c'est prison, c'est ça? Donc il a fait la prison. Il a fait la prison, mais comme il est présumé innocent, et tant qu'il n'y a pas un jugement qui est fait, c'est innocent. Et comme il est présumé innocent et qu'en France on sait que les prisons sont vraiment overbookées, qu'il manque de place, etc. Du coup ils mettent vraiment les personnes qui sont qui mettent le plus en danger la société et qui ont déjà des peines, des grosses peines. Donc les petites peines et les gens qui sont pas encore jugés pour le moment,
bah, ils peuvent être remis en liberté parce qu'ils ne sont pas pour le moment en danger pour la société. Et mon père a pu sortir de prison, donc comme il avait fait ces 2 mois-là, c'est déduit de sa peine. Donc sur les 2 ans fermes qu'il doit effectuer, et ben là du coup c'est déduit. Donc il fait 2 ans de bracelet électronique et d'ailleurs les 2 ans là vont bientôt aboutir fin de cette année. Donc il y a les 3 ans de suivi socio-judiciaire. Et s'il ne respecte pas ça, par contre, il fait de l'emprisonnement. Il est fiché sur les agresseurs sexuels sur mineurs et il a dû me verser une dette d'indemnité. Il s'est excusé ou pas? Non. Ta mère s'est excusée, non? Non plus. Ma mère a été mise au courant parce que le soir même, j'ai appelé ma mère et ça m'est déjà arrivé de les recroiser. Oh. Et là, je deviens... En fait, c'est mon corps qui réagit, mais je deviens blanche. Et donc, j'étais avec mon conjoint et en fait, j'avais mes filles. Et du coup, le fait de savoir que mes enfants étaient là, que lui était dans la même zone de course que moi. J'étais dans un Leclerc et j'ai failli tomber dans les pommes et mon conjoint m'a retenue à bout de bras et m'a dit on sort. Ça montre à quel point en fait j'ai juste peur et que j'ai encore peur d'eux en fait. Parce que il y a trop eu de mal de fait. Et d'ailleurs, il faut préciser aux gens, ça c'est, je trouve super important. Toi, tu as eu du coup un avocat qui a été, alors si je dis pas de bêtises, engagé par l'État, c'est ça? Alors, il a été commis d'office. Ouais, On dit qu'il est commis d'office parce que comme j'étais mineure, je suis pas en capacité de pouvoir rémunérer un avocat et de pouvoir... Justement. Voilà, donc c'est une manière de dire, en France, si tu as envie de porter plainte, tu peux. Mais du coup, tu vas être commis... Enfin voilà, ça va être commis d'office. Et ce qui est important de dire, c'est que malgré le fait que tu es jeune ou quoi, faut pas avoir peur de se dire, je peux pas aller porter plainte. Parce que j'ai pas d'argent. Voilà, parce que j'ai pas d'argent et parce que les gens vont pas me croire. Faut prendre un exemple. Il faut se dire, Ali, elle a pu porter plainte. Elle a eu juste, en fait, le suivi d'expertise psychiatrique qui a révélé que, justement, c'était pas une fabulatrice, c'était pas une menteuse, qu'elle avait pas de trouble, qu'elle avait juste un traumatisme à forte intensité. C'est juste ça. Et comme on dit, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et finalement, le jour du procès, ça s'est vu. Tu peux pas me mentir, ça se voit directement. Une petite fille de 15 ans ne peut pas mentir sur des comment choses. Une enfant, faut m'expliquer, comment une enfant de 8 ans peut savoir qu'un liquide préséminal sort d'un pénis? Impossible. Si on ne te l'a pas, en tout cas, inculqué, c'est impossible. Donc voilà, c'est pour ça très important, je trouve, de dire ça aux gens, à tous peut-être les jeunes qui pourraient me regarder et qui seraient victimes de ça. Vous pouvez porter plainte aussi. Essayez si vous pouvez, si vous avez peut-être le courage de faire ça, avec éventuellement accompagné d'un adulte, ça serait aussi bien. Après, si vous le faites de vous-même, c'est aussi bien. Mais voilà, vous pouvez être accompagné d'un avocat qui est commis d'office du coup par l'État. C'est ça, exactement. Et voilà, vous n'avez rien à payer. Ça, c'est important de le dire, comme toi, tu n'as rien payé. Et c'est le meilleur exemple. Donc voilà, vous avez entre guillemets une petite preuve vidéo pour... voilà. Après, je ne sais pas si c'est partout dans tous les pays comme ça, mais en tout cas, en France, c'est comme ça, c'est sûr. Donc voilà, vous avez l'info comme ça si vous êtes aussi victime de ça, malheureusement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand le jugement sera passé, en fait, c'est le coupable qui payera aussi des frais de justice. Donc moi, il y avait 813 € à payer pour les frais de dossier et aussi pour mon avocat du coup. Parce qu'il a dû payer en fait un petit peu mon avocat. D'accord. Ton père aussi. Ton père, ok. Et du coup, est-ce qu'il a dû te virer du coup quelque chose Oui. Un dommage, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, il avait un délai pour me verser une somme d'argent et moi, il m'a versé... Enfin, du coup, il a dû me verser 8 000 €. 8 000 €, d'accord. Ok. Est-ce que ta mère va défendre toi ou ton père? Alors ma mère, elle va clairement défendre mon père du début jusqu'à la fin. Quand j'étais chez Arnaud, du coup, elle m'a appelée et j'étais très terrorisée par cet appel parce que je me suis dit, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas? Et j'ai quand même répondu. Et en fait, elle m'a vraiment dit, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'elle savait ce qui s'était passé parce qu'elle avait eu une audition. Et du coup, je lui ai dit ce qui s'était passé et je n'ai eu aucun soutien de sa part. Aucun. Et donc du coup, ça m'a un peu traumatisée dans le sens où je me suis dit, ouais, donc en fait, elle me croit pas du tout, quoi. Elle me croit pas du tout. Et tout au long, en fait, de vraiment mon placement, et même encore à l'heure d'aujourd'hui, elle protège mon père, continuellement. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook surtout, elle mettait souvent 3 ans jour pour jour, toujours pas de réponse. Elle était persuadée que mon père n'aurait pas été jugé. Et le soir où, quand je l'ai appelée pour lui dire que mon père avait été reconnu coupable, elle m'a dit « Ok ». Et quand je lui ai dit « Il a pris 4 ans », elle m'a dit tout ça. Pour vraiment encore plus appuyer sur le fait qu'elle a voulu protéger mon père, dis-toi que quand je rentrais dans la maison familiale pour rendre visite à mes sœurs, il n'y avait que des photos d'exposés de lui, quoi. Et puis moi, mes photos,
À l'heure d'aujourd'hui, j'ai récupéré toutes les photos de famille où il y a ma tête. Et maintenant, si on va sur son compte Facebook, bah, je n'apparaîtrai plus dessus. En fait, elle avait un peu une lubie de ton père, en fait. Ça fait limite secte, là, en fait. Ce que tu me racontes, ça fait très sectaire. Et ben pour le coup, c'est vraiment rester dans cette bulle-là. Et il y a le noyau un peu qui veut foutre la merde, entre guillemets, bah, on l'éjecte. Donc, en l'occurrence, toi, là. Voilà, Enfin, exactement. je dis pas ça, Oui, tu vois, complètement, en mode mais méchant, complètement. c'était pour eux, en tout cas, ce que tu représentais. Est-ce que tes sœurs, toi, elles vont te rendre visite ou pas? Alors, elles me rendent visite, mais comme il n'y a plus de suivi, il n'y a plus de contrôle dessus, donc je me contente de ce qu'on me donne. C'est-à-dire un droit de visite par mois. Oh, on t'a donné un droit de visite à toi par mois? Ma mère me donne un droit de visite. Avant, c'était Parce 2 qu'elle fois a par mois. l'autorité parentale. Elle a encore l'autorité parentale, mais voilà. Huis clos, du coup, pour préciser aux gens, du coup, Prosé va se faire en huis clos, c'est ça? Toi, tu vas demander que ça se passe en huis clos, C'est ça. car t'as pas envie, en fait, que l'affaire soit divulguée pour protéger tes sœurs. C'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette envie de... Pourquoi, en fait, tu as eu cette envie-là? En fait, la démarche, elle a été mûrement réfléchie depuis le départ, où je me suis dit, si jamais ça vient à partir aux assises ou pas, puisque je connaissais pas en fait le correctionnel, et ben je me suis dit, en fait, moi, je veux que ça soit fermé. Je veux qu'il n'y ait pas de presse, parce que je ne voulais pas que mes sœurs en pâtissent aussi de cette histoire, parce qu'elles ont quand même suivi ça de près, mine de rien, et à leur âge, c'est aussi compliqué. Ça peut mettre un trouble, une gêne. Ça peut même causer peut-être du harcèlement, c'est terrible. Complètement. Et du coup, je voulais pas que ça soit exposé dans la presse, parce que je me suis dit, si un parent voit ça, voilà, je voulais pas. Et je me suis dit, c'est mieux de pouvoir en témoigner et de pouvoir prouver avec les petites preuves qu'on peut avoir, comme les documents. Qu'on aura mis du coup dans cette interview, évidemment. Qu'on affichera. Qu'on affichera évidemment, mais je fouterai pas mal de choses, évidemment, pour ta protection à toi et pour aussi l'anonymat, garder l'anonymat des gens qui t'ont fait cette horreur, mais aussi de tes sœurs. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Quand j'ai vu que mon père, en fait, est arrivé le jour de l'audience sans aucune personne et juste avec son avocat, ça m'a fait de la peine, quoi. Tu as eu de la peine pour ton père, carrément? Ouais, j'ai eu de la peine parce que je me suis dit, mais en fait, ta femme prône le fait qu'elle te soutient, mais elle n'a pas bougé un seul petit doigt pour venir te soutenir. Et une question qui m'a été fatale et où est-ce que je me suis effondrée, c'est vraiment quand on me demande de venir parler et on me dit, voilà, comment avez-vous vécu le fait d'être placée? Et ça a été tellement dur de répondre à cette question-là parce que j'ai regardé le juge avec des yeux larmoyants, tout remplis de larmes, en fait, de tristesse, quoi. De me dire, j'ai pas été soutenue, quoi. Et de me dire, mais t'es censé avoir un père, une mère qui t'aime et t'en as même pas un des deux qui aurait pu te donner l'amour qu'il fallait, quoi. Pour moi, il a tout gagné, entre guillemets, tu vois. Il a rien perdu. Il a toujours un travail, il a toujours une femme, il a toujours une famille, tu vois. Le deuil, il le fait pas, je pense. Tu penses qu'il ressent rien, là? Non. Tu penses qu'il a, aucun regret sur ce qu'il a fait? Je pense qu'il a été très déçu et très triste. Et je pense qu'au début, il a peut-être dû s'en vouloir. Mais maintenant, je pense qu'il n'en a plus rien à faire. Tu conseillerais quoi, justement, à des petites filles ou on peut aussi en parler à petits garçons, parce qu'il n'y a pas que les filles qui vivent ça. Il y a aussi des petits garçons, c'est important de le préciser, qui vivraient ça, du coup. Ce serait quoi le premier conseil que tu pourrais leur donner, toi qui as vécu ce genre de choses? Déjà en parler, ne serait-ce que même à une amie, un confident, n'importe qui, parce que c'est hyper important. Cette personne pourra potentiellement confier à un adulte, qui cet adulte pourra en parler. C'est super important. En fait, à partir du moment où on ouvre la parole, tout peut se faire. Et faut pas se mettre de barrière et se dire personne ne me croira, il y aura toujours quelqu'un pour vous croire. Toujours. Que ce soit les services éducatifs, ne serait-ce qu'un membre de la famille, un petit ami, un copain, une copine, n'importe qui. Là, en l'occurrence, ça a été Arnaud pour toi. Arnaud et mon conjoint, ouais. Et ton conjoint, qu'on embrasse d'ailleurs ici, c'est vraiment les héros un peu de l'histoire. Ouais, complètement. On se le dise clairement. On aimerait tous avoir des Arnaud et du coup ton conjoint. Merci beaucoup Aliénor, c'était super cette interview. Je pense qu'on a un peu fait le tour de ton histoire. C'est la première interview, pour être honnête avec toi, qui me prend aux tripes, tu vois. J'étais ultra concentré sur ton histoire, à tel point que des fois j'en perdais mon vocabulaire, vraiment. C'était, je sais pas, les gens l'auront peut-être vu, c'était assez spécial, mais en tout cas, c'est très courageux de ta part, et je trouve vraiment, c'est impressionnant quoi. T'as vécu ça et t'arrives maintenant à en témoigner, je trouve ça trop fort. Les personnes comme toi, tu vois, qui arrivent à dire ça devant une caméra, tu vois. Je trouve ça vraiment impressionnant. Maintenant, on va parler de ton petit projet que tu as. Finalement, est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu? Tu as envie peut-être d'écrire un livre sur cette histoire. Et en vrai, ça pourrait vraiment le faire parce que ton histoire est juste folle. Et même, pourquoi pas aussi être la marraine d'une association
qui, est-ce qu'on peut dire, lutte contre l'inceste? On peut dire ça, ouais, peut-être. Oui, complètement. Je te laisse un petit peu la minute, on peut appeler ça la minute d'Aliénor. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Fais un peu ta promo, il n'y a aucun problème. Avec grand plaisir. Le but, ça serait vraiment de pouvoir accompagner, de pouvoir vraiment me déplacer aussi et faire de la prévention dans les écoles parce que je trouve qu'un enfant, notamment moi par exemple, j'ai pas été informée de ce qui pouvait être nocif au sein d'une famille. L'enfant, en fait, quand il est à l'école, il peut justement potentiellement comprendre que ça ne se fait pas, qu'il y a un âge pour tout. Son corps, ça lui appartient, qu'il a le droit de dire non, le droit de dire ce qui se passe aussi, que c'est interdit, qu'il y a des choses qui doivent se faire et des choses qui n'ont pas le droit de se faire. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir essayer de développer ce côté un petit peu lutte contre l'inceste ou les agressions faites aux enfants et notamment de pouvoir témoigner d'une certaine façon parce qu'il y a un âge et il y a des mots aussi à employer. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui doit se faire au niveau de la prévention chez un enfant à l'école. Et au moins, ça pourrait aussi aider et faire comprendre aux enfants qu'il y a quelque chose à ne pas faire. Donc si jamais une asso est partante pour que je puisse, ne serait-ce que même témoigner et pouvoir apporter mon soutien aussi, je suis partante vraiment pour le coup. Et après... comme projet, oui, pouvoir écrire un livre, ça pourrait être vraiment intéressant. Expliquer aussi à travers tout, parce que mine de rien, ça fait quand même un bon moment qu'on tourne là, mais il y a encore tellement de choses aussi à raconter. Il y a tellement Même de personnes à aider, je pense. Oui, complètement. Et ça peut aussi d'autant plus appuyer sur le fait qu'on est parti de rien avec ce dossier et on a pu quand même le monter, mais jusqu'à un jugement, quoi. Évidemment, je mettrai tous les réseaux d'Aliénor pour que voilà, des maisons d'édition, si vous passez par là, n'hésitez pas à directement contacter Aliénor qui vous répondra évidemment très vite, comme elle m'a répondu d'ailleurs et comme elle a accepté très vite cette interview. Merci encore, vraiment, Merci à toi. C'est fou. Merci beaucoup pour cet échange. Nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. Je rappelle que ce format est disponible en format audio sur Spotify. Voilà, j'aime beaucoup les mettre pour que vous écoutiez ça dans la voiture ou au taf. Je sais que même beaucoup de personnes m'écoutent quand elles se maquillent, les filles. Donc voilà, je trouve ça aussi très, très marrant. Merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Léo et Aliénor également, finalement. À plus.